Condamnée à vivre dans l'ombre de la mythique Fiat 500 depuis plus de 50 ans, la 126 aura pourtant été produite en plus grand nombre et bien plus longtemps que son aînée, à laquelle elle a succédé sans jamais réussir à la remplacer dans le cœur des amateurs. Construite sur les mêmes fondamentaux, cette citadine presque aussi lilliputienne que sa devancière s'est vue reprocher à la fois son manque de charisme et de polyvalence d'usage. De la sorte, sur la plupart des marchés, elle n'a joué qu'un rôle secondaire en offrant des prestations en décalage avec les attentes d'une clientèle séduite par les modèles plus habitables, plus confortables et capables de sortir des villes. Pourtant, grâce aux collectionneurs, l'heure de la revanche a peut-être sonné pour ce drôle d'engin dont on redécouvre à présent les charmes, certes moins évidents que ceux de la 500, mais qui sont désormais délicieusement datés. En mai 1972, la 500 de deuxième génération, car pour rappel la 500 de première génération c'est la Topolino, est âgée de 15 ans et c'est peu dire que le modèle a vieilli, même s'il conserve encore un certain nombre d'adeptes. Véhicule minimaliste conçu pour motoriser les masses d'un pays en reconstruction, elle ne correspond plus aux attentes de la clientèle du début de la décennie 70, qui découvre avec ravissement le nouveau standard européen en matière de citadine, traction avant, moteur transversal et pour les mieux lotis, un haillon à l'arrière. Avec sa filiale Auto Bianchi, Fiat s'est lancé sur ce segment de marché dès 1969 avec la 112, avant de lancer 2 ans plus tard une 127 commercialisée sous sa propre marque. En France et en Allemagne, des firmes comme Peugeot, Renault, Ford ou Volkswagen se sont déjà lancées ou au moins préparent activement leur riposte à l'offensive italienne. Il s'agit désormais de concevoir de petites voitures pratiques, abordables, suffisamment logeables pour 4 personnes et leurs bagages, et dotées de mécaniques permettant d'envisager des trajets routiers avec un minimum de sérénité. Dans un tel contexte, avec son moteur arrière aux performances d'un asthmatique fatigué, son habitacle minuscule et son équipement monacal, la 500 semble bel et bien promise au musée. Or, contre toute attente, c'est bien une 500 réactualisée que Fiat a choisi de développer pour renouveler son entrée de gamme. Si le matricule de la 126 et son design tentent de l'apparenter à la 127, le style signé Gianpaolo Boano, entièrement inédit et ne reprenant aucun élément de la 500, ne fait guère illusion. Il suffit de consulter la fiche technique de la voiture pour en déceler la véritable constitution. La nouvelle venue est tout simplement une 500 habilement recarrossée. L'architecture générale est identique, le moteur, même s'il a gagné en cylindrée passant de 499 à 594 cm3, provient de l'ancêtre, et si la longueur et la largeur progressent légèrement, l'empattement de 184 cm est resté le même. Bien sûr, la 126 comporte toutefois plusieurs évolutions bienvenues, à commencer par la boîte de vitesse partiellement synchronisée, tandis que les performances évoluent favorablement. Avec ses 23 chevaux, Fiat revendique désormais une vitesse maxi de 105 km/h. Cela situe la petite turinoise au niveau d'une Citroën 2 chevaux 4, mais en net retrait par rapport à une Renault 5L, unanimement considérée comme poussive, mais tout de même capable d'atteindre les 120 km/h. Même à une époque où le réseau autoroutier demeure embryonnaire dans la plupart des pays européens, les capacités de la 126 dans ce domaine encadrent les limites. C'est avant tout une voiture de ville et tout trajet routier peut vite se transformer en épreuve sitôt que l'on rencontre de fortes pentes ou que l'on doit côtoyer des poids lourds. Pour info, le kilomètre départ arrêté exige près de 50 secondes. Présentant exactement la même longueur qu'une Mini apparue 13 ans auparavant, la 126 demeure cependant fidèle à des solutions redoutablement archaïques en comparaison de l'anglaise et paye cash son conservatisme à certains égards. Le coffre est ainsi à peu près inexistant, à peine 62 litres, ça fait pas beaucoup de bouteilles de Chianti, ce qui relègue le plus souvent les bagages sur la banquette arrière qui elle-même de toute façon est à peu près inutilisable pour tout individu âgé de plus de 4 ans. La position de conduite est l'une des plus inconfortables qui puisse exister en raison d'un passage de roues envahissant et de dossiers non réglables. Le système de chauffage est aussi inefficace que celui d'une Porsche de la même époque et les freins sont ceux d'une voiture conçue dans les années 50, même si en l'espèce il faut noter un réel progrès par rapport à la 500.
Évidemment, pour qui circonscrit l'utilisation de l'engin à des trajets urbains ou périurbains à la rigueur, la 126 se révèle maniable et plutôt amusante à conduire. Et puis bien entendu, il y a la question cruciale du prix de vente. Établi sur une base technique amortie depuis belle lurette, le modèle va rester de longues années durant l'un des moins onéreux, toutes catégories confondues, ce qui ne constitue pas un mince argument en ces temps de choc pétrolier à répétition. Ainsi, à l'automne de 1973, la petite Fiat coûte 8 970 francs, soit environ 9 200 € d'aujourd'hui. Une Renault 4L vaut alors 8 900 francs, une Citroën 2 chevaux 4 exige 8 200 francs et il faut débourser pas moins de 9 490 francs pour s'offrir les charmes d'une Mini 850, alors que les amateurs d'exotisme et les pères de famille désargentés peuvent toujours se tourner vers la Skoda 100, tarifée 8 610 francs. La 126 va de la sorte connaître une carrière européenne honorable, mais en dépit de mises à jour régulières, se marginalisera peu à peu au long des années 70 et plus encore à partir de 1980, date à laquelle la Panda, certes rustique mais infiniment plus moderne, la supplantera en tant que modèle d'accès à la gamme Fiat. Pourtant, la 126, exclusivement produite en Pologne à partir de 1979, va obstinément refuser de mourir, se muant même en 126 bis en 1987, nanti d'un moteur refroidi par eau et d'un haillon arrière donnant enfin accès à un coffre digne de ce nom. Il faudra attendre la présentation de la Cinquecento en 1991 pour que l'auto disparaisse des marchés occidentaux, poursuivant dès lors sa longue carrière en Pologne jusqu'en 2000 sous le nom de Polski Fiat Maluch. Oui, c'est beau. Jouissant d'une très grande popularité dans un pays où sa production avait commencé dès sa naissance, la 126 finira par atteindre un total de 4,6 millions d'exemplaires, ce qui n'est pas négligeable pour une voiture soi-disant mal aimée. De nos jours, malgré un déficit d'image par rapport à la très charmeuse 500, elle commence à intéresser certains amateurs éclairés qui sont séduits par son typage très 70s, sans parler de ceux qui y ont posé leur postérieur il y a 50 ans et qui n'ont pas oublié les pétarades caractéristiques du bicylindre transalpin. En bonne italienne de son temps, la Fiat 126 a été cruellement décimée par une corrosion endémique et les Primalacas ont fait le reste. Les survivantes sont donc rares et la demande croît doucement mais sûrement. Il faut à présent compter plus de 6 000 € pour dénicher un exemplaire irréprochable. En somme, la Fiat 126 est un peu à la 500 ce que la Diane est à la 2 chevaux, c'est-à-dire un dérivé moins populaire mais dont la valeur suivra immanquablement la hausse de son aîné. À bon entendeur, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors rendez-vous sur carjagger.com si vous en cherchez une. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes plutôt Fiat 500 ou Fiat 126 ? Ciao à tutti!